France, à peu près un quart des citoyens considèrent que ce changement climatique n'est pas la conséquence de l'activité humaine. Le 9 juin 2024, les Européens sont appelés aux urnes pour élire le nouveau Parlement. Pour la première fois, l'écologie s'impose comme un espace de fracture. Pour explorer ce changement de paradigme, j'ai invité Jean-Yves Dormagin à discuter, en public, à la Gaîté Lyrique. Jean-Yves Dormagin est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et président de Cluster 17, un laboratoire d'études de l'opinion qui s'est imposé comme une référence en Europe. Nous avons parlé de la différence entre climato-scepticisme et climato-relativisme et des liens entre valeurs identitaires et refus des politiques climatiques. Plus un individu est conservateur sur le plan des valeurs, et plus les probabilités qu'il soit climato-sceptique sont élevées. Pour lui, l'Europe est dans l'œil du cyclone. Jean-Yves Dormagin, bonjour, bienvenue dans l'œil du cyclone. Pour le dernier volume de la revue Grand Continent publié chez Gallimard, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, vous analysez comment les enjeux climatiques sont devenus clivants en Europe. Pourquoi, selon vous, la question climat, la question écologique, c'est le nouvel espace qui révèle les fractures européennes ? Jusqu'à présent, le climato-scepticisme en politique, le négationnisme climatique, le clivage sur ces sujets-là était plutôt américain, alors nord-américain évidemment, avec Donald Trump, dont on sait qu'il est ouvertement climato-sceptique, qu'il aime faire des photos quand il neige pour dire « oui, ça ne se réchauffe pas », ou quand il y a des incendies pour dire « ça va se refroidir ». C'est des questions qui, jusqu'à présent, vues d'Europe, semblaient plutôt des spécificités étrangères, en particulier donc américaines, nord-américaines, sud-américaines. Or, on voit depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années, si on est très attentif, mais surtout depuis quelques mois, monter en puissance un discours climato-sceptique ou climato-relativiste. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. Le climato-scepticisme, en gros, ça va consister à remettre en cause le changement climatique, et surtout parce que peu de gens, finalement, considèrent que le climat ne change pas. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est quelque chose qui est entendu. Le climat est en train de changer. Globalement, les gens sont d'accord. Oui, là-dessus, il y a un relatif consensus. Pas qu'en France, hein, d'ailleurs. Il y a un relatif consensus au niveau international, et même dans les pays qu'on évoquait tout à l'heure, même aux États-Unis, même en Amérique latine, la plupart des individus considèrent que le climat est en train de changer. Là où il y a discussion, là, si vous voulez, il y a des résistances, des doutes, c'est sur son origine humaine. Et là, déjà, on a beaucoup plus d'individus, des proportions importantes, en France à peu près un quart des citoyens, qui considèrent que ce changement climatique n'est pas la conséquence de l'activité humaine. Ça change déjà tout, parce que, évidemment, si vous considérez que les individus, que leurs activités ne sont pas à l'origine du changement climatique, alors pourquoi modifier nos modes de vie, nos modes de consommation? Pourquoi lutter sur ce terrain-là, puisque de toute façon, c'est pas l'activité humaine qui en est responsable. Donc on est en train, petit à petit, d'importer ce qui était jusque-là réservé au continent américain, peu à peu en Europe. Ce qu'on est en train d'importer, c'est pas tellement ça. Ce qu'on est en train d'importer, c'est un clivage politique explicite, une offre, si vous voulez, du côté des partis politiques, qui est portée essentiellement par les partis de droite radicale, identitaire, on peut les appeler populistes, ou la droite populiste radicale, en partie, mais aussi par une fraction des partis de droite plus traditionnels. Il y a un discours de plus en plus climato-sceptique ou climato-relativiste. Alors, c'est pas nécessairement, d'ailleurs, une remise en cause frontale ni du changement climatique, ni d'ailleurs toujours de ses origines humaines. Ça peut prendre d'autres formes. Ça veut dire on en fait trop, on va trop vite, on trouvera des solutions. C'est tout ce type de discours qui peut être multiface, qui peut prendre des dimensions très différentes, mais qui est porté, en gros, aujourd'hui, par un espace politique en Europe, qui est principalement l'espace des droites radicales, des droites identitaires, et qui se diffuse et qui commence à pénétrer et commence à attirer des électeurs qui sont, eux, des électeurs qui traditionnellement votent plutôt pour les partis de droite plus modérés, voire pour le centre. Et donc, il y a effectivement une concurrence électorale qui se joue aujourd'hui sur le terrain climatique, entre eux, si on prend un pays comme la France, d'un côté Reconquête, le Rassemblement national, qui porte un discours climato-relativiste, voire parfois climato-sceptique, les Républicains, et y compris Renaissance, parce que certains des électeurs que se disputent ces partis sont sensibles à ce discours
de remise en cause des politiques de transition et des politiques écologiques. C'est des électeurs qui sont aussi des électeurs souvent porteurs donc, de positions plutôt identitaires, plutôt conservatrices. C'est ça qui est important, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe sur le plan électoral. Plus un individu est conservateur sur le plan des valeurs, et plus les probabilités qu'il soit climato-sceptique sont élevées. Et inversement, plus un individu est progressiste, et plus les probabilités qu'il soit climato-convaincu et demandeur de politiques de transition fortes sont élevées. Même chose avec les enjeux identitaires. Plus un électeur est porteur d'un point de vue identitaire sur le monde social, c'est-à-dire est hostile aux migrants, hostile à la présence de l'islam dans nos sociétés, convaincu qu'on subit un grand remplacement, etc., plus il y a des probabilités qu'il soit climato-sceptique. Et plus il y a des probabilités qu'il soit opposé aux politiques de transition écologique. Et c'est cette superposition du clivage écologique avec les clivages culturels et identitaires qui donne la puissance de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sous nos yeux, c'est-à-dire la montée en puissance d'un front anti-écologique, d'un backlash écologique, d'un retour de bâton sur les anti-écologiques, qui est particulièrement efficace parce qu'il permet aux droites identitaires de convertir, de gagner des électorats au centre et à droite qui sont d'accord avec eux sur le constat qu'on en fait trop pour l'écologie, qu'on exagère, qu'arrêter les moteurs thermiques en 2035, c'est beaucoup trop, qu'on veut changer nos modes de vie, que tout ça nous est imposé d'en haut, pour des intérêts qui nous échappent. Vous voyez, ce discours-là, ces narratifs, ce type de narratif, aujourd'hui, fonctionne très bien, et donc sont devenus une arme entre les mains des identitaires pour conquérir progressivement un électorat plus large. Est-ce que vous pouvez aussi voir la même chose dans tous les pays européens ou est-ce que c'est typiquement français? Non, ça fonctionne exactement de la même manière partout. Une mesure, par exemple, qui est intéressante parce que c'est une mesure qui a été mise en œuvre aux Pays-Bas sur la limitation de la vitesse sur autoroute. Aux Pays-Bas, le gouvernement, qui n'était pourtant pas un gouvernement anti-bagnole, loin de là, qui était le gouvernement de Mark Rutte, ce gouvernement a été obligé, du fait d'une décision de la Cour suprême des Pays-Bas, ce gouvernement est obligé de réduire la vitesse sur autoroute, pour des raisons écologiques, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une mesure qui est intéressante parce que c'est une mesure qui est très égalitaire. Le fait que tout le monde doive baisser de 10, 20, 30 km/h sa vitesse, ça impacte tout le monde de la même manière, et c'est une mesure qui n'a aucun coût économique. Qui n'a absolument aucun coût économique, au contraire même. C'est juste une frustration, c'est juste accepter de mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de plus pour faire un déplacement. Cette mesure, elle est mal passée aux Pays-Bas. Elle a probablement joué un rôle dans ce qui s'est passé sur le plan électoral dans ce pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous l'avons testé en Allemagne, nous l'avons testé en Italie, en Espagne, etc. Dans tous les pays, cette mesure est rejetée. C'est-à-dire que dans tous les pays, vous avez une forte majorité de citoyens qui dit non. Ça peut être 60, 65%. Donc, c'est-à-dire que les individus ne veulent pas qu'on restreigne, même au nom de l'écologie, même en le présentant comme ça, même en disant ça va avoir un impact positif sur le plan écologique, il y a une majorité qui dit non. Et ce qui est intéressant, c'est que cette majorité qui dit non, elle obéit aux logiques que je décrivais précédemment, c'est-à-dire que plus vous êtes identitaire, plus vous dites non. Et dans les groupes qui sont les plus conservateurs, dans les groupes qui sont les plus identitaires, le rejet est quasiment total. On n'est pas loin de 100% de refus d'une mesure comme ça. Donc vous voyez bien, ça typiquement, une mesure comme celle-là, elle est extrêmement clivante politiquement. Sauf que, Jean-Yves Darmanin, il y a quelque chose aussi dans le rapport à la bagnole. Le rapport à la voiture, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté individuelle qui s'exprime. On a eu le même débat sur les 80 km/h en France. C'est la taxe sur les carburants qui a conduit aux gilets jaunes. Et là, la voiture, c'est beaucoup de choses. Il y a déjà un nombre non négligeable de ménages pour qui c'est une condition indispensable d'existence. C'est-à-dire que pour tous les ménages qui vivent en monde rural ou en monde périurbain, qui vivent en dehors des grandes métropoles, la plupart de ces ménages sont obligés d'utiliser la voiture et d'en avoir une, voire deux, la plupart du temps deux, pour vivre, pour travailler, pour leurs loisirs, pour leur consommation, etc. Donc déjà, la voiture, c'est déjà une contrainte et une obligation. De ce point de vue-là, quand vous mettez une taxe sur les carburants, c'est une taxe qui est très inégalitaire. C'est-à-dire c'est une taxe qui pénalise le plus ceux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail ou de leur lieu de vie, qui les pénalise parfois 2 fois quand ce sont des ménages qui ont 2 voitures. Et en général, plus vous habitez loin des centres-villes, etc., plus l'immobilier, plus le foncier est bon marché. Donc en gros, les catégories populaires aujourd'hui ont tendance à vivre loin, voire très loin des centres-villes. Et donc quand vous taxez le carburant, c'est une taxe
qui s'applique d'abord et principalement sur les ménages de classe moyenne et les ménages populaires. Après, la voiture, c'est aussi autre chose, vous l'avez évoqué, c'est aussi autre chose. C'est aussi, pour beaucoup de gens, la liberté. Quand vous vivez en monde rural ou périurbain et que vous avez 18 ans et que vous avez votre permis, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est le moment où vous pouvez commencer à aller vous balader, à sortir de chez vous, à sortir le samedi soir, etc. Enfin bon, c'est un symbole de liberté. C'est un symbole de liberté et on sait à quel point aujourd'hui la question de la mobilité est devenue presque un droit fondamental. Ça pose la question de la transition juste. Clairement, on voit que dans une partie de la population, cette transition est considérée comme injuste. Il y aurait les gagnants, il y aurait les perdants, et finalement, c'est toujours un peu les mêmes. Qui gagne, qui perd, selon vous, dans la transition telle qu'elle est en train de s'opérer ? Alors ça, c'est une question compliquée. Qui gagne, qui perd réellement ? D'ailleurs, je sais pas d'ailleurs avec quels critères le mesurer. Mais par contre, il y a le sentiment quand même général d'être des perdants. C'est-à-dire que ce qui domine très largement, c'est la sensation d'être les perdants de la transition. Et ça, c'est la majorité, la très grande majorité des individus. Et surtout, vous avez évoqué le terme de justice. Ce qui est dominant, c'est le sentiment que la transition est injuste. Et ça, c'est extrêmement dominant. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous interrogez des individus en leur demandant si ce sont les plus pauvres ou les plus petits ou les plus fragiles ou les plus faibles qui vont payer, qui vont subir, qui vont payer le prix de la transition, vous avez une écrasante majorité de citoyens qui répondent oui. Oui, les riches sont responsables en grande partie de la situation, mais ce sont les pauvres ou les petits ou les plus fragiles qui vont payer. Ça, c'est un sentiment qui est très dominant et qui est dominant aussi bien pour le coup dans l'espace des droites radicales, identitaires, etc., mais aussi à gauche. C'est-à-dire, il y a une grande majorité aussi des électeurs ou des citoyens de gauche qui pensent aujourd'hui que les politiques de transition sont injustes. Si on se pose la question 2 minutes, on comprend assez vite qu'il y a une difficulté, par exemple, à expliquer à des classes populaires ou à des classes moyennes qu'on ne pourra plus rouler avec une Clio diesel, en gros, quand dans le même temps, on peut se déplacer en jet privé ou posséder un yacht et traverser la Méditerranée en yacht. C'est-à-dire que c'est difficile de rendre de telles mesures acceptables quand il y a de telles différences et qu'elles sont aussi visibles. Donc le problème d'acceptabilité aujourd'hui des politiques écologiques ou des politiques de transition, il se joue aussi dans ces symboles et dans le fait qu'il y a la perception, en gros, d'un 2 poids 2 mesures et que les contraintes, les coûts, les sanctions, c'est uniquement pour les petits et les moyens. C'est justement là tout l'enjeu. C'est parce que ce sentiment est réel que finalement, cela vient alimenter un vote de rejet et donc un vote populiste et donc une position climato-sceptique. Est-ce qu'on peut faire ce lien ? En partie. C'est-à-dire la composante populaire de ce vote, les catégories populaires qui votent aujourd'hui de manière importante, en France pour le Rassemblement national, dans d'autres pays pour Fratelli d'Italia, pour l'AfD en Allemagne sans doute en partie, etc. C'est cette composante populaire du vote, effectivement, elle s'explique en partie par ce sentiment et par aussi une très forte inquiétude. Une très forte inquiétude sur justement qui vont être les gagnants, qui vont être les perdants, qui va payer, combien et quoi. C'est-à-dire que on annonce des changements importants dans les modes de consommation, dans le renouvellement, par exemple, justement, donc du parc automobile, à des milieux sociaux qui anticipent sans doute que ce sera peut-être compliqué pour eux, qu'ils n'y arriveront pas, etc. Donc, il y a sans doute tout ça qui contribue à générer de l'inquiétude et de la résistance. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de climato-complotisme, du coup. Très nettement, on le voit bien sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de messages climato-complotistes. Mais ces messages climato-complotistes, quand vous les testez dans la population, vous voyez qu'il y a une adhésion forte à beaucoup de ces messages climato-complotistes. Mais alors, c'est quoi la différence entre du climato-complotisme et du climato-scepticisme ? Le climato-scepticisme, c'est le scepticisme... Alors, pas tant, on l'a dit tout à l'heure, sur le changement climatique que sur son origine humaine. Donc ça, c'est ne pas trop croire ou remettre en cause, voire ne pas croire du tout au consensus scientifique sur le sujet. Et c'est penser que c'est pas vrai, qu'on se trompe sans doute, que la science s'est souvent trompée. Je sais
pas si vous êtes attentif, mais on l'entend, voilà, la science s'est souvent trompée, il y a souvent eu des erreurs, on a souvent exagéré, on s'est aperçu après que c'était pas si... Voilà, bon. Mais il y a autre chose. Il y a des gens qui sont convaincus que le changement climatique a lieu, et qui sont aussi convaincus que l'activité humaine en est très largement responsable, mais qui pensent que c'est un prétexte, que c'est l'opportunité pour les élites de mener un autre projet. C'est ça le climato-complotisme. C'est penser qu'on se sert du climat, comme on s'est servi de la Covid-19. Ouais. C'est les mêmes schémas. On s'est servi de la Covid-19 pour nous surveiller, pour nous contrôler, pour nous faire ingurgiter des puces électroniques ou des vaccins frelatés. Ouais. Et bien là, on se sert du climat pour modifier nos modes de vie, pour nous faire consommer d'autres choses, pour nous imposer des voitures électriques. Vous voyez, l'idée, c'est que tout ça s'inscrit dans un agenda caché. Et tout ça s'inscrit dans une sorte de complot élitaire qui vise à modifier la société. On est dans une logique d'affrontement entre deux projets de civilisation. C'est ça qui est en train de se passer ? On est, aujourd'hui, les sociétés occidentales, que ce soit les États-Unis d'Amérique qui sont en pleine campagne électorale, que ce soit l'Europe qui est aussi en pleine campagne électorale, on est dans une logique de polarisation et de division et de radicalisation de nos sociétés. Il suffit de regarder les résultats électoraux. Enfin, il suffit de voir que aujourd'hui, les partis qui étaient les partis traditionnels de la politique européenne, qui étaient en gros les partis du centre droit, du centre gauche, on voit bien que ces partis se réduisent. On voit bien que l'espace, on va dire centriste, se réduit, et on voit bien qu'il y a une polarisation, il y a une radicalisation de nos sociétés, essentiellement sur les questions identitaires, mais aussi sur les questions écologiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce qui différencie le plus un électeur démocrate d'un électeur républicain, quand vous regardez les études, c'est l'enjeu climatique. Il y a un écart de 46 points sur cette question, entre est-ce que c'est important ou pas, quoi. Les électeurs républicains ne pensent pas que l'enjeu climatique est important, les électeurs démocrates pensent que l'enjeu climatique est très important. Il y a un autre enjeu aussi qui est fondamental aux États-Unis, c'est l'enjeu migratoire et tous les enjeux autour des questions raciales, des questions identitaires, etc. Et les deux, comme en Europe, se superposent. Et c'est le moteur de la polarisation de nos sociétés et le moteur de cette radicalisation. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont de plus en plus clivées sur ces sujets-là. Et comme l'écologie s'emboîte dans les enjeux identitaires, elle renforce encore cette logique de polarisation entre des droites identitaires qui aujourd'hui, dans les sondages aux européennes en France, pèsent presque 40%, pèsent 40% en Italie, c'est à peu près ce que pèse Trump aux États-Unis, et puis en face, un espace qui est sans doute moins homogène, sans doute aujourd'hui moins structuré, mais qui lui, on va dire globalement, même si c'est avec beaucoup de nuances et beaucoup de différences en son sein, mais globalement plus progressiste, voire très progressiste, et plus écologique, voire très écologique. Et comment ça peut se passer, un tel affrontement, une telle polarisation pour nos sociétés ? Mais là, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse. On peut réfléchir à des scénarios, on peut s'interroger. Ce qui est compliqué, c'est quand les enjeux portent sur les identités. Ils portent sur des enjeux qui sont difficilement négociables. Vous voyez, les enjeux économiques ont cet avantage d'être graduels. On peut être plus ou moins redistributif, on peut négocier une augmentation de salaire, on peut négocier les impôts, C'est plus compliqué de négocier l'identité. Les identités, parce que en réalité, c'est les identités au pluriel dont il s'agit. C'est plus compliqué de négocier l'homophobie, ou le féminisme, ou le racisme, ou le... Vous voyez, et donc, nos sociétés se clivent aujourd'hui sur des enjeux qui sont difficilement négociables, qui sont des enjeux porteurs plus d'affrontements et de division que de réconciliation possible. Alors en disant ça, je dis quelque chose d'assez pessimiste. Je n'ai aucune idée, évidemment, de la manière dont tout ça va évoluer, se transformer. À court terme, en tous les cas, la logique de la polarisation est en marche et ne s'arrêtera pas rapidement. Merci, Jean-Yves Dormagin. On va passer aux questions du public. À vos questions, donc. En fait, pour reprendre votre question, Nora, sur qui gagne, qui perd, en fait, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est vraiment l'écologie qui perd. Le problème avec l'écologie, c'est le problème du temps. C'est-à-dire que
peut-être même que c'est le seul sujet comme ça. Alors, je parle sous réserve, il y en a peut-être d'autres qui m'échappent, mais c'est le seul où il y a un minuteur. Hein, où on sait qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que quand on lit les rapports du GIEC, quand on admet le consensus scientifique et quand on voit les prévisions, on sait qu'on est obligé d'intervenir très vite et que chaque jour perdu, chaque mois perdu, chaque année perdue aggrave le problème. Et donc tout compte en fait, toutes les mises en œuvre de politiques publiques, les transformations économiques, tout compte et tous les instants comptent. Or là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une minorité, potentiellement majorité de blocage, qui est en train de mettre en place donc une sorte de blocage de politiques publiques qui pourtant étaient déjà tardives et ont été souvent jugées par les scientifiques eux-mêmes comme insuffisantes. Donc effectivement, c'est un problème parce que on ne peut pas complètement uniquement se dire que dans 20 ou 30 ans, il y aura une majorité différente qui portera des politiques différentes, parce que dans 20 ou 30 ans, ce sera très tard. Alors après, si on veut être positif, parce qu'on peut l'être aussi, par rapport à l'action que vous posez, la politique fonctionne quand même par clivage et par opposition. Et en réalité, l'écologie était peu clivante parce qu'elle était peu présente. Il y avait une sorte de consensus mou autour de l'écologie. Je parle dans l'espace public. Il y a toujours eu des écologistes. Enfin, ça fait des décennies il y a toujours eu d'ailleurs des écologistes, mais ça fait des décennies qu'il y a une écologie politique, qu'il y a des associations écologiques, qu'il y a des militants écologiques, qu'il y a des lanceurs d'alerte, etc. Et donc le fait de vouloir accélérer, de vouloir mener des politiques plus ambitieuses, ça suscite aussi du clivage. Et peut-être qu'il faut en passer par le clivage et par un affrontement politique démocratique et faire valider démocratiquement ces politiques pour qu'elles soient acceptables et qu'elles puissent être menées. Donc, si on peut aussi avoir une lecture positive de la montée du clivage, comme une montée aussi de la centralité de l'écologie. Je pense qu'on n'a jamais, en réalité, autant parlé d'écologie, au moins à l'échelle européenne. Et quand on sait un peu... Alors, évidemment, le grand public est souvent un peu éloigné de tout ça, mais je veux dire, on voit bien que les prochaines élections européennes, pour le coup, ont un réel enjeu sur le terrain écologique. Pas seulement, mais en particulier sur le terrain écologique. Donc il y a une politisation de l'écologie qui n'est pas forcément que négative, même si elle montre en gros que la transition ne se fera pas dans le consensus et l'harmonie. Est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi l'Allemagne est le pays le plus clivé sur ce sujet de l'écologie? Alors déjà, effectivement, c'est le pays le plus clivé. C'est-à-dire que il y a vraiment deux Allemagnes très opposées. C'est pour le coup en Allemagne, les questions écologiques sont aussi ont la même capacité à cliver, le même niveau d'intensité clivante que les questions identitaires liées aux migrations, liées à la présence de citoyens de confession musulmane, etc. Après, l'Allemagne est aussi sans doute le pays où on le sait, c'est le pays où sont nés en termes d'organisation les Grünen, enfin l'écologie politique organisée, électorale, etc. C'est un pays où les écologistes, alors ils sont un peu en difficulté comme partout, mais c'est un pays où les écologistes ont été très forts. On parlait quand même, si on revient de quelques années en arrière, au moment des dernières élections législatives en Allemagne, on pensait que la candidate des Verts pouvait devenir chancelière. Donc c'est un pays aussi où l'écologie est de fait politiquement plus forte, où une partie non négligeable de la gauche est écologiste et où il y a une demande d'écologie aussi très forte. Donc tout ça s'alimente. Hein. Pour qu'il y ait un clivage, il faut deux partis. Et pour que le clivage soit intense, il faut deux partis qui soient intensément opposés. Donc moi, je constate qu'il y a ça en Allemagne. C'est sans doute pas par hasard. L'AfD a été climato-sceptique et anti-écologiste avant que les autres partis de droite identitaire, là ça rejoint ce que vous me demandiez tout à l'heure finalement, avant que les autres partis de droite identitaire, etc. le soient. C'est un des précurseurs en fait sur le terrain des populistes de droite, de l'anti-écologie. Et je pense qu'ils ont été anti-écologiques parce qu'en Allemagne, il y a une écologie politique forte. Enfin, je pense que tout ça fonctionne ensemble. Et cette écologie politique, elle s'est construite comme progressiste, aussi sur les questions sociétales. Enfin, vous voyez que tout se répond et s'ajuste finalement de manière assez symétrique et assez très polarisée aujourd'hui, très polarisée. Merci Jean-Yves Dormagin.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en replay et à l'envie sur arte.tv. On se retrouve très vite dans l'œil du cyclone. Tchuss.